faire face aux avides financiers et aux radins? Ce sont les mêmes en général. Premièrement, les repérer. Deuxièmement, comprendre pourquoi on les attire, pourquoi on les repère si facilement. Troisièmement, comment s'en débarrasser à vie? Et quatrièmement, leçon de sagesse et de résilience autour du dossier argent. Un beau programme en perspective pour cette vidéo. Alors, premièrement, comment repérer un avide? Eh bien, un avide est comme une mouche, ou un vautour, ou encore une hyène agressive, qui tourne autour du pot avec insistance, qui grappille dès qu'on a le dos tourné. Oui, à force les avides, ça agace. Un avide financier a du flair, et vous en verrez partout, là où il y a de l'argent facile et en abondance, ou en potentiel. Ils ne sont pas chanceux, ils sont prédateurs et opportunistes sans vergogne. C'est assez simple à observer au final. L'avidité financière, comme la radinerie, qui va de pair, sont des comportements égotiques, soit hérités de ces lignées familiales, par mimétisme, soit de façon réactionnelle. Selon mon point de vue, l'ego est un comportement animal en mode survie. Aussi, quelqu'un qui réagit avec une posture égotique sera toujours transposable à un animal. Pour rappel, l'ego, comme l'animal, n'a que 3 stratégies de défense. L'attaque, la fuite ou l'immobilisme, sidération. C'est ce qu'on appelle la posture du bourreau, du sauveur ou de la victime. L'avide financier est un chasseur d'argent invétéré. C'est une posture agressive, parfois passive-agressive, mais toujours une posture égotique de bourreau. Un avide financier en général ne se contente pas de faire main basse sur l'argent, partout il peut le faire. Il l'accumule, en ne le dépensant qu'à minima, sur l'extérieur. Disons, en faisant dépenser l'extérieur pour son propre compte. L'avide a très bien été représenté par le personnage du Picsou, pour ceux des vieilles générations qui connaissent ce personnage de Walt Disney. L'avide adore la gratuité et la générosité. En revanche, il ne supporte pas la concurrence. Il s'arrange pour l'éliminer, être toujours le premier sur les rangs, et se goinfrer plus que tout le monde réuni. Ça doit vous rappeler certains comportements, n'est-ce pas? Pour faire un test simple, amusant, et ma foi plutôt utile, à partir de chez soi, afin de repérer les avides maladifs qui vous entourent, il suffit de faire une petite expérience. Vous rassemblez chez vous tout ce qui ne vous est plus utile, ce que vous pourriez mettre facilement à la benne ou aux encombrants, et vous mettez une pancarte du style « Vide-grenier samedi de 13h à 17h ». Vous aurez quelques badauds, curieux, pour sûr, en quête d'une bonne affaire. Ceux-là vont venir, regarder et discuter le prix. Bref. Mais le lendemain, vous rajoutez sur votre pancarte de vide-grenier le mot « gratuit ». Et là, vous aurez tous les avides du quartier qui vont se pointer à 13h, munis de brouettes, de sacs, voire de remorques. Et encore, si vous ne recevez pas un coup de fil avant, pour vous demander de mettre des trucs de côté, pour eux, avant l'ouverture du vide-grenier. Oui, l'avidité peut devenir un comportement maladif, qui n'est pas réservé juste à l'argent, mais à toute forme d'énergie. Il y a des avides matériels, des avides affectifs, des avides de la bagatelle, des avides d'énergie positive. Bref, des bois sans soif dont la dynamique est l'accumulation et la gratuité, ou la quasi-gratuité. Dans l'avidité, il ne s'agit pas d'une peur de manquer. Il s'agit d'une peur que l'autre ait plus que soi, et le meilleur morceau. En somme, un problème narcissique, commun à tous les prédateurs, la concurrence. Un avide maladif est aussi facile à repérer car ce qu'il chasse, ce qu'il convoite, ne lui fait en réalité jamais défaut. Bien au contraire. Pour ne jamais connaître le manque ou la frustration, qu'il ne sait pas gérer, il frustre les autres et s'arrange à les mettre, eux, en état de manque et de frustration. Il se sent bien et en sécurité lorsque, par comparaison, les autres sont en insécurité et en état de manque. Pour être sûr et certain qu'on a bien affaire à un avide, il suffit de le solliciter sur ce qu'il convoite habituellement. Inverser la vapeur. Attention, sa réaction va être vive. On ne touche pas à un butin d'un avide et vous allez très vite le constater. Ce sera un non catégorique ou un « oui, mais finalement, non ». Un truc dans le genre. L'avidité financière ou l'avidité en règle générale n'est pas une histoire de classe sociale, même si l'on retrouve les plus gros prédateurs là où il y a le plus d'abondance financière ou autre. Logique. L'avidité est bel et bien un comportement dicté à 100% par l'ego. Ceci nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les attire-t-on? Et comment vient-on à les repérer si facilement? Là, ça peut piquer un peu. On attire ce qui nous correspond. Donc, de deux choses l'une. Soit on est soi-même un avide, et en toute logique, on se donne rendez-vous là où on a flairé l'abondance de ce que l'on convoite avec avidité. En ce cas, les avides que l'on attire sont des concurrents. Et oui, parfois la vie nous met le nez dedans. En ce cas, on aura tendance à beaucoup critiquer et à pointer les plus gros avides que soi, du doigt.
une façon de se dédouaner de ses propres comportements ou de les minimiser. Et puis on les repère aussi parce qu'on en a déjà fait la cuisante expérience. Peut-être qu'on s'est fait déjà avoir, ou on s'est déjà fait dépouiller par un avide. Et là, notre ego va réagir violemment. Il va sortir le signal d'alarme. On va rejeter cette personne au comportement avide ou radin. Couper les ponts rapidement. Essayer de la bannir de notre entourage, et ce ne sera pas facile. Car l'avide est un acharné, là où il a trouvé son abondance facile. En résumé, on ne peut voir chez l'autre que ce qu'on porte en soi ou ce dont on a déjà fait l'expérience. Pour le reste, on est aveugle. Il y a un point positif à voir rôder autour de soi ce type de rapace, que ce soit en une personne ou une entité, telle qu'une administration, une structure organisée comme l'État par exemple. Ce genre de choses. Car c'est un indicateur que l'on est porteur de la forme d'abondance en question. Et oui, lorsque l'on n'est pas ou plus convoitable, eh bien on n'est pas convoité non plus. Lorsque l'on n'est pas bankable, pas un fournisseur habituel de monnaie sonnante et trébuchante, on n'est pas dragué par les avides financiers. Et j'en viens à mon troisième point. Comment s'en débarrasser ? Il ne s'agit certainement pas de leur donner ce qu'ils veulent. Ce ne serait pas charitable, car ils n'en font rien, ils stockent l'argent, ou le dilapident dans n'importe quoi, surtout lorsqu'il ne leur appartient pas et qu'ils l'ont obtenu trop facilement. Donner à un avide ce qu'il convoite, c'est le pousser à l'overdose. Ce n'est pas gentil. Un avide a besoin d'apprendre à faire face à ses frustrations. Il a besoin de se retrouver dans le vide de ce qu'il convoite et possède néanmoins en quantité. Il ne peut s'en sortir qu'en apprenant le partage et l'équité. En ne cédant pas, ou plus, à un avide, en définitive, on lui rend service. Et on se rend service à soi aussi. Maintenant, cela ne va pas suffire pour qu'il débarrasse le plancher. Il va falloir le remercier. J'utilise volontairement le terme remercier car en français, remercier a deux sens. Cela signifie dire merci, avec gratitude, et aussi indiquer la porte de sortie, se faire remercier quoi. Un avide, on le remercie d'abord de nous avoir montré que nous sommes abondants dans le domaine précis qu'il convoitait chez nous, ou parce qu'il nous a montré notre propre avidité, et mon Dieu que c'est laid. On va pouvoir se débarrasser de ce comportement. On ne savait peut-être pas toutes ces choses, et grâce à cet avide, maintenant on est au courant. Et puis on le remercie d'une autre façon, et là c'est la résilience puissance 10, qui intervient et va produire son miracle. Un avide va toujours rôder autour d'une proie naïve et abondante. Si cela nous arrive, cela signifie surtout que nous avons une forme d'énergie non utilisée, ou mal utilisée. Pour garder l'exemple de l'énergie argent, nous avons soit déjà de l'argent non utilisé, soit le potentiel d'en attirer beaucoup. Voilà pourquoi l'avide vient sans cesse nous solliciter et nous harceler. Eh bien, il suffit de consacrer cette forme d'énergie à quelque chose de précis, qu'on l'ait déjà en stock ou qu'on s'apprête à l'attirer. Il n'y a de tentation et de convoitise que lorsqu'il y a quelque chose d'appétissant à disposition. Mais lorsque cette chose est déjà consacrée à quelque chose de précis, les avides s'en vont d'eux-mêmes. Dans la résilience, il n'y a pas de combat, pas de lutte. Il n'y a que du naturel et de la fluidité. En consacrant votre forme d'abondance à une destination bien ciblée et bien spécifique, qui vous nourrisse, vous, à égale proportion avec l'extérieur, vous n'attirerez plus aucun comportement d'avidité ou de quelconque parasitage. Les avides seront ainsi doublement remerciés. Et bon Dieu que ça fait du bien quand on les a plus dans les pattes. Notre quatrième et dernier point, c'est la leçon de résilience. Admettons que vous soyez dans une abondance de générosité, parce que globalement vous avez bien compris que l'on n'emporte rien d'autre que ses souvenirs quand on a fini sa vie. C'est le cas précis où vous aurez affaire à toute la panoplie d'avides possibles. Quand vous êtes de nature généreuse, dès que vous disposez d'une abondance quelconque, eh bien vous la partagez. Vous avez très bien compris cette chose, c'est que la générosité est pourvoyeuse d'abondance. C'est un paradoxe mais une réalité. Le hic, c'est qu'en étant dans l'abondance de générosité, vous devez gérer en même temps les avides. Alors, si vous êtes fatigué d'être harcelé sans cesse par ce type de parasitage et que vous vous braquez dans l'ego, bien c'est votre générosité que vous allez remettre en question. C'est idiot et injuste car c'est une vertu tellement rare par les temps qui courent. Alors détendez-vous et choisissez de devenir résilient. Ainsi, consacrez votre vertu de générosité là où il y en a vraiment besoin, en respectant toujours cet équilibre entre vous et l'extérieur, toujours, pour éviter de basculer sans cesse entre épuisement de vos ressources et stockage inutile qui n'attire que les avides. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Et pour conclure sur l'avidité à l'argent, et surtout pour éviter de se faire plumer par des avides à l'avenir, il suffit de consacrer en priorité cette forme d'abondance dont vous disposez ou dont vous êtes créateur au financement de vos projets, de ce qui vous tient vraiment à cœur. Ce faisant, vous veillerez à éviter au maximum de nourrir les avides financiers, qui sont légion, et qui sont déjà bien organisés pour vous prélever depuis la source, surtout quand vous avez déjà commencé à les fournir, et donc à nourrir leur avidité. Allez voir un bon conseiller financier qui vous indiquera toutes les solutions légales pour vous éviter de vous faire rançonner plus que de raison. Et soyez vous-même déterminé dans vos choix, et un poil moins naïf. L'argent et la naïveté, ça ne fait jamais bon ménage. L'argent est une chose, les comportements à l'argent en sont une autre. Oublions les comportements
et remettons l'église au milieu du village. Qu'est-ce que l'argent en définitive ? Avant l'argent, on utilisait l'échange direct, le troc. On donne quelque chose qui nous appartient en échange d'autre chose, dont on a besoin et qu'on ne sait pas produire soi-même. Le troc n'est pas toujours possible, évidemment. Alors l'argent a été inventé, comme un intermédiaire entre ce dont on dispose en trop et qui peut servir d'échange pour obtenir ce dont on a besoin ou envie. Et puis c'est pratique de pouvoir se déplacer partout sans emmener avec soi toutes ses liquidités ou ses biens, mais de pouvoir néanmoins disposer partout dans le monde. Alors on a inventé les banques et la propriété. Et à partir de là, tout est allé à volo. L'argent donne tellement de liberté d'action et de mouvement qu'on a eu de cesse de courir après, n'est-ce pas ? Il a été perverti dans le sens où il est devenu incontournable pour toute action, pour tout déplacement et pour nous procurer le sentiment de sécurité. Un piège qui s'est refermé sur ses inventeurs. En fait, l'argent, pour qu'il ne nous fasse plus vriller, il a besoin de retrouver sa fonction première. Être un intermédiaire entre vos besoins et désirs et ce que vous pouvez offrir en échange. Là, vous n'aurez plus de problème liés à l'argent. Avez-vous des besoins, des désirs ? À combien les estimez-vous ? C'est la première question à se poser. Que pouvez-vous offrir en échange qui ait la même valeur financière ? Ça, c'est la deuxième question. De combien disposez-vous déjà pour vos projets ou pour combler vos besoins ? On parle de vos économies ou de vos possessions, mais pas de vos rentrées financières du mois prochain. Là, c'est la troisième question. Alors, vous devez assumer vos choix. Si vos besoins et désirs chiffrent gros, vous devez aussi apporter gros sur la table des échanges. Le gros n'est pas un problème. C'est le comment parvenir à attirer la somme qui correspond à vos besoins et désirs qui peut être un problème. Voyez, vous n'avez aucun intérêt à vous laisser parasiter par des avides en cours de route, car l'argent ne se trouve pas sous les sabots du cheval. Il y a une façon de ne pas vendre son âme, de ne pas s'épuiser en vain, ou de s'endetter jusqu'à plus soif, ou encore de ne pas causer de tort à autrui, et de pouvoir quand même réunir la somme correspondant à vos besoins et désirs. Le loto, si vous avez de la chance, ok, mais là rien n'est moins sûr. L'autre solution, qui est aussi une solution de résilience, c'est de réaliser son ikigai. On en parlera de ce fameux ikigai dans une prochaine vidéo, et peut-être même dans une série de vidéos. Et d'ici là, remerciez vos avides, et remerciez-les bien.